je vais inviter le prochain auteur, qui est Emeraude Kouka, qui est poète et critique d'art. C'est aussi un lauréat, il a gagné des prix en critique d'art. Il est, alors là, il va m'expliquer ce que c'est, parce que vraiment, je parle français, mais des fois, j'ai l'impression que je ne parle pas français. Il est le défenseur de l'idée de l'irréductibilité à l'hérédité raciale du tempérament de l'écrivain. Ça, là, vraiment, les gars, expliquez-moi, tu vas venir m'expliquer ça. C'est quand tu penses que tu parles français et puis tu parles pas français. Alors, on va parler du poème qui s'appelle Abiste Denas, c'est-à-dire à vue de nez, qu'il a dit écrire d'une façon très libre, sans... Il ne pensait pas écrire un livre, c'est devenu un livre. C'est différents thèmes et quelque chose de très très libre qui lui est propre. C'est un texte, enfin ce sont des textes qui lui appartiennent dans son style. Et je vais inviter notre oratrice à partager le texte Abiste Denas. Abiste Denas, j'emprunte au pays d'Oc un tour qui incite. Quand il faut me lire à la limousine profération, après les ataviques franchouillardises dont on m'a imputé le ringard attachement. Et pourtant, nos chercheurs de Bibite me feront omettre de nouveau les palabres et les cantines de Muyonzi, les terres cuites et chaleurs de Kipanzu. Entre-temps, j'ai ouï dans la rumeur des grillons de Kinkala, Baudelaire en prose, et j'ai écrit heureux comme un moine, un éloge de l'instant. Trouvez ici, vous le pouvez, ma négrité. Le chinois ainsi que le lusitanien n'y verraient qu'une nuit tendre et fugace, comme il y en a à Tianjin et Funchal. Vêpres bachiques. Tu sais, Yaya, mes dimanches sont de plus en plus splénétiques. Et les autres jours aussi banals qu'un chicandiou. Je ne prends plaisir qu'à voir les bombochards dans les nightclubs. Ils se bourrent la gueule, dansent les jolivettes. Ils s'ambiancent, serrent une nana. Et les nanas twerkent admirablement. C'est ce que j'aime le plus. Il y a aussi la minute où, avinée, j'entreprends un stupre. Je rends mes chastes souhaits. C'est ce que je vis le mieux. Merci beaucoup. Alors, je vois un point commun entre les trois écrivains, c'est Muyonzi. C'est pas un hasard. J'ai un lien très fort avec Muyonzi. Je vous expliquerai tout à la fin, je vous avais promis. Comment est-ce que je vois beaucoup de choses très modernes et en même temps très de la langue très 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 recherchée, mais en même temps des choses très le twerk, E-N-T, j'adore. Et c'est vrai que l'auteur est plus jeune que les deux autres. Donc un poète si jeune, si contemporain, qui aura 30 ans cette année si je ne me trompe pas. C'est ça, mais quand même qui est au fait des mots. Comment est-ce que cette œuvre est née? Parce qu'on dit qu'elle est née au gré de l'écriture. Merci pour la parole. Ah, ma voix porte. Alors, ce recueil de poèmes Abiste Denas fait écho au tout premier, parce que pour en expliquer le titre, il faudrait se référer au premier. Ce n'est pas du marketing, mais c'est une suite dans les idées. Abiste Denas, vous l'avez dit, veut dire à vue de nez. On pourrait aussi dire au doigt mouillé, au pif, pour utiliser une expression simple. Ça veut dire ce que l'on ressent à l'instant, là, maintenant, sans réflexion, sans ratiociner longtemps. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un ouvrage qui fait écho au premier? Eh bien, c'est parce que j'ai écrit un premier recueil de poèmes dont le titre est demeuré imprononçable pour beaucoup. C'est Hérésiarque, toute la lyre. Alors, c'est quoi un hérésiarque? Dans hérésiarque, on a hérésie. Et une hérésie,
on le sait tous, c'est ce qui est contraire à ce qui est communément admis. Et vous l'avez dit, je suis jeune, je suis né en 1993. Moi aussi, je suis jeune. Hein. J'ai grandi avec la télévision, donc Tom et Jerry, les mangas. J'ai regardé Jean-Claude Van Damme à la télé. Mais comment ça se fait que, étant de cette époque, avec toutes les modes que l'on connaisse, que je sois épris de Baudelaire, de Mallarmé, que je sois épris d'une poésie vieillotte. On le voit aussi bien à la couleur de ma peau, je suis africain, je suis congolais pour être plus exact. Le français n'est ni la langue de mon père, ni la langue de ma mère, et pourtant c'est ma langue maternelle parce que c'est la langue par laquelle j'ai appris à parler au monde. Donc je me réfère là à l'acception linguistique même de l'expression. Et malgré le fait que je sois né et que j'ai grandi dans un environnement africain, totalement africain, avec le contact de diverses langues congolaises, on dit de moi que j'écris comme un Français du Moyen-Âge en plus, pour être plus exact. Et donc mon hérésie se situe là. Mon hérésie, c'est cette espèce de marginalité que je crée par rapport à mon temps, par rapport à mon âge, par rapport à ce qu'on pense de moi. On en revient à l'irréductibilité, à l'hérédité raciale. C'est une expression quelque peu alambiquée. Ça renvoie à une citation de Jean-Baptiste Tati-Loutard, un grand poète dont on parlait dans le couloir. Tati-Loutard, quand il écrit ses poèmes de la mer, met à la fin une postface qu'il intitule « Poésie nègre et retour aux sources ». Donc pour tous ceux qui pensent qu'il y a des gens qui écriraient de la poésie africaine ou qu'il y a une forme de poésie qui ne serait pas très africaine, que parce qu'il suffisait de naître africain pour l'avoir dans l'ADN, une forme de poésie qui ressemblerait à ce que l'on nous miroite dans cette Afrique du Moyen-Âge accompagnée de la Corée, etc. Je vous recommande vivement ce texte parce que Tati-Loutard nous présente justement des approches quelque peu mimétiques d'auteurs africains qui ont pensé que pour faire de la poésie nègre, il suffisait de décrire des totems, d'avoir un champ lexical foisonnant qui renvoyait à la nature, à la forêt, aux incantations ou encore à l'animisme pour donner l'air d'être africain. Alors qu'au fond, il n'y a pas à prouver son africanité. On en revient à Ole Soyinka avec le tigre qui ne proclame pas sa tigritude. On est poète, un point c'est tout. Moi je suis poète parce que d'une certaine manière, je pourrais m'intéresser à un préservatif usagé qui prend un bain de soleil, alors qu'autour, on a des personnes qui vont et viennent et sont embarrassées par leur vie. Je suis poète parce que je pourrais m'intéresser à un lézard qui fait des pompes, alors qu'à côté, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et c'est justement le fait que la poésie soit rattachée au tempérament d'un auteur, d'un poète, qu'elle ne saurait être renfermée dans des carcans et se rapporter uniquement à une forme d'hérédité raciale. Et c'est ça mon hérésie. Toute la lire, bon, c'est une expression qui veut dire etc. et tout y qu'on dit, ragnagna et tout ça fresca, qui veut simplement dire, parce que le premier des 30 poèmes qui constituent le premier recueil s'appelle Hérésiarque, et donc tous les autres poèmes étant écrits dans la même veine constituent l'etc. Donc c'est Hérésiarque et d'autres poèmes du même genre. Et ces poèmes, quand on les lit, on constate qu'ils sont très marqués par l'effort. C'est très laborieux, c'est des poèmes à forme fixe, des alexandrins essentiellement. Donc c'est très mimétique aussi de la poésie du symbolisme, parce que je suis très, très marqué par les grands poètes du symbolisme, et j'ai beaucoup lu Stéphane Mallarmé, que je considère comme un maître à penser en termes d'approche esthétique. Et quand je viens écrire Abysse de Dna, l'approche est totalement différente. Je ne réfléchis pas beaucoup, je ne cherche pas à polir les textes, je ne repars pas vers les préceptes consacrés de la poésie. J'écris les choses au pif. Ça me traverse l'esprit, c'est un peu comme si je voulais faire une publication Facebook, je couche sur le papier ce qui me vient. Et donc le fait pour moi d'être passé du travail laborieux qui a constitué mon début vers quelque chose de beaucoup plus soft, de beaucoup plus relâché, avec des poèmes écrits quasiment en 5, en 10 minutes, pour moi c'était un changement de cap. Et donc j'ai voulu, comme avec le premier recueil, avoir un titre qui soit suffisamment représentatif de mon approche d'écriture. Mais il y a beaucoup de choses coquines. Hein. Il parle de la mangoudi. Moi, je suis mangoudi. Hein. Il ne faut pas me provoquer, là. C'est pas gentil ce que tu dis sur elle. Hein. Non, j'ai dit qu'elles sont pinocumétables. Oui, ça c'est pinoculmétable, oui. Je ne vais pas traumatiser, docteur. Bref. Merci beaucoup pour cet Donc, un recueil éclectique, riche, assez spontané, qui parle aussi de contrées lointaines. Il y a toujours, on revient
au monde, à l'Afrique, cet amour de l'Afrique que vous partagez tous les trois. Vraiment cet amour de l'Afrique où vous vous sentez chez vous partout, et d'Alger au Cap et de Praia à Addis Abeba, comme je dis, les quatre coins. Je voudrais quand même écouter, entendre notre critique Alain déjà. Quel est ton sentiment sur cette œuvre? Moko. Sentiment moko, hein? Osana sentiment moko. Eh, maman Nangaï. Eh, maman Nangaï. Nabou, Lobato Yoka. ben merci à Emeraude Kouka pour son intervention très brillante. Mais contrairement à ce qu'il a affirmé, sa poésie n'est pas une poésie de la spontanéité. Ah, Parce que la poésie est un art d'enracinement profond. Et en ce qui le concerne, je pense qu'il est jeune par l'âge, mais c'est un vieillard incarné ou réincarné. C'est un homme du Moyen Âge. C'est un Occitan. Voilà, c'est un ouvrier du pays d'Oc qui est réapparu au Congo. Donc on ne peut pas dire que sa poésie est spontanée parce que c'est une poésie qui va chercher au fond des âges. Et c'est pour cela qu'il faut la lire dictionnaire en main. Il faut même revisiter l'ancien français pour pouvoir comprendre. même toi, tu te fais un dictionnaire à toi? Mais oui. Mais c'est que c'est grave. faut comprendre. Toi, un dictionnaire. Toi-même, tu es dictionnaire. Dieu, Donc, vraiment. je l'ai baptisé l'accoucheur de mots parce que ce travail sur la langue est le fruit d'un long processus. Je l'ai appelé aussi, sa poésie, une poésie de la simplicité complexe ou de la complexité simplifiée. Parce que il procède par, il a parlé de Jean-Claude Van Damme, par grand écart. Voilà. Il est aussi bien capable d'utiliser des termes populeux, je ne dis pas populaires, hein, populeux, que d'atteindre les sommets de l'académisme. Donc la poésie est tirée dans les deux angles. Comme le grand écart de Jean-Claude Van Damme que vous affectionnez. et donc, voilà, c'est ce que je voulais dire donc à Emeraude Kouka, mais qui finit par réussir cette performance de nous livrer 45 pièces poétiques qui sont belles, de sagesse, belles de transparence, comme la pierre dont il porte le nom, l'émeraude. Et puis belle d'espoir aussi, parce que la pierre est verte et c'est un champ d'espoir. Merci, magnifique. Merci. Merci, merci, merci. Ouf. Quand tu comprends français, même c'est doux, hein? Vraiment. Alors, docteur Une Khan. personne du Moyen-Âge réincarnée pour laquelle comprendre ces textes demande d'aller fouiller dans le dictionnaire. Cela m'emmène à une crainte que je voudrais partager avec vous. Est-ce que vous ne craignez pas d'être taxé d'une personne ou d'un auteur qui fait preuve d'un pédantisme inutile, qui est donc dans la performance, dans la démonstration littéraire, dans la volonté de partager un message, si encore ce message est compris? Ce qui m'emmène à la seconde question, c'est est-ce que vos textes sont compris par le public de votre âge, par exemple? Si les jeunes ne me comprennent pas, je ne sais pas si les jeunes me comprendront. Mais j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé à parler que j'étais malarméen, je crois que ceux qui ont lu Mallarmé savent un peu de quoi son œuvre est faite. C'est un... Pardon ? Exactement. C'est un poète qui cultive la distance avec le public. Il dit qu'il le préfère profane plutôt que profanateur.
Mais ce n'est pas là un refus de partager, parce que si on ne voulait pas partager, on ne publierait pas les œuvres. Je pars simplement du principe qu'une œuvre d'art, surtout lorsqu'on la considère sacrée, pour rester sacrée, doit cultiver le mystère. Et qu'il est du devoir du lecteur ou du public, parce que je parle de l'art en général, de pouvoir faire l'effort de quitter sa zone de confort pour adhérer à l'univers d'un artiste. Parce qu'au fond, c'est quoi l'hermétisme? Ce qui est hermétique ne l'est que pour celui qui n'est pas dans le secret. Ce qui est ésotérique ne l'est que pour celui qui n'est pas initié. Si, prenez par exemple au hasard quelqu'un qui a l'habitude d'écouter du jazz, de la rumba, de la musique classique, qui n'a écouté que ça pendant 20 ans. Donnez-lui un texte de rap de Booba. Vous pensez vraiment que cette personne pourrait percuter ce que dit Booba dans un texte? Je ne suis pas très sûr. Prenez quelqu'un qui est habitué à écouter Francis Cabrel ou Bob Marley, donnez-lui un texte de rap de Niska. Je suis persuadé qu'au premier abord, il y aura une distance qui va se créer. La poésie est d'abord initiation. Et pour que les gens adhèrent à la poésie, il faudrait qu'ils sachent qu'ils ont un effort, un pas à faire. Vous savez, même lorsqu'on écrit des poèmes qui sont, je vais dire simplistes, je ne vais même pas dire simples, il y aura toujours quelqu'un dans le public pour vous dire « votre français est compliqué ». Parce que la poésie a quelque chose qui la rend toujours inaccessible. Et donc, autant faire de la poésie telle qu'on le sent. Et le public suivra ou ne suivra pas. Et je terminerai, je chuterai en disant comme Mallarmé, qu'un philosophe ambitionne la popularité, je l'en estime, mais qu'un poète, un adorateur du beau, ne se contente pas des suffrages du Sanhédrin de l'art, cela mérite et je ne le comprends pas. Merci beaucoup. Ma timekeeper ne me fait pas signe, on a encore du temps alors. On a du temps? Ah bon? En tout cas, je me suis bien amusé à lire certains textes. Et comme vous l'avez si bien dit, tu l'as si bien dit, ceux qui ne veulent pas voir, ne veulent pas comprendre, ne comprendront pas. Quand ils sont coquins, on les comprend quand même. Hein. Ça, c'est une observation. Mais quand même, il y a beaucoup de mots que j'ai soulignés pour aller voir le dictionnaire. Même Alain Taï dit qu'il veut un dictionnaire, donc imaginez-moi. En tout cas, merci pour cette belle œuvre et pour ces partages magnifiques. Je vais donner la parole aux critiques pour le mot de la fin. Je regarde en haut là-bas. Le mot de la fin. Aminata, Dr Khan, et ensuite... Mot de la fin de fin, tout le souka. programme. Comment dire lingalas, souka. D'accord. Alors pour lui, c'est ce que j'ai apprécié, c'est surtout cette liberté et cette façon que vous avez de vous affranchir du regard aussi bien accusateur ou bien juge du public. Et ça, vraiment, bravo pour cela. Et merci pour le cours magistral aussi. Je pense qu'à travers cette œuvre, on va pouvoir enrichir notre vocabulaire. Ce n'est pas plus mal. Et pour moi, qui suis une amoureuse de beaux textes, je me suis délectée de cette soirée. Et je voudrais remercier l'agence Polar Coeli pour l'invitation. Et on sera là encore demain pour la suite. Et voilà, des mots de remerciement et de reconnaissance. Merci beaucoup. Alain? Oui. Bravo à Emeraude Kouka. Je sais comme lui qu'il n'est pas facile d'être du pays de Chikaya Outansi, de Soni Laboutansi, de Jean-Baptiste Atilouta dont il a parlé tout à l'heure. Et donc, pour se poser aux côtés et exister aux côtés de tels devanciers, il faut s'imaginer une identité particulière. Et Kouka, oui, réussit donc en revisitant l'Occitanie comme un trouvère, hein, à se trouver une voie. Et on peut vraiment l'applaudir pour cela. Merci beaucoup. Et le mot de fin de l'auteur? Un dernier mot? Je pense avoir dit l'essentiel. Donc, je dirais simplement merci d'avoir été patient, de m'avoir écouté. Et merci d'adhérer à mon univers, même quand je vous repousse. Merci beaucoup. Ah, j'adore. Merci. Merci infiniment à nos 3 poètes qui nous ont régalés, qui nous ont vraiment nourris, qui nous ont fait rêver parce qu'on a rêvé avec vous, on a pleuré avec vous, on a aimé avec vous. Et on va vous raccompagner.